tous et bienvenue dans C'est quoi ton métier? Aujourd'hui, nous allons rencontrer un soigneur animalier qui va répondre à nos questions. Pour cela, j'ai donné rendez-vous à Audrey qui se situe au parc Alfalou dans la vallée de la Vésubie, dans les Alpes-Maritimes. Venez avec moi! Je suis actuellement avec Audrey, adjointe responsable animalier. Bonjour Audrey. Bonjour Clara. Alors, en quoi consiste ton métier? Alors du coup le métier de soigneur c'est vraiment très c'est variable, hein, donc il y a pas mal de choses à faire. Donc il y a déjà rien que le fait le contact avec le public. Donc il faut la pédagogie, c'est un des rôles les plus importants. Voilà. On est vraiment là pour justement informer le public par rapport, alors surtout par rapport aux loups, hein, forcément, avec la problématique qu'il y a. Donc ça c'est vraiment super important. Puis en règle générale, on est là aussi pour pouvoir justement s'occuper et soigner les animaux. Voilà, donc leur donner à manger en règle générale et les soigner si c'est réellement nécessaire. Voilà. Puis en règle générale, au niveau des parcs, tu as aussi la conservation. Donc c'est vrai que si on peut aider à conserver justement la génétique d'une espèce ou d'une sous-espèce, c'est encore plus intéressant. Alors où peut travailler un soigneur animalier? Le soigneur animalier, en gros, il peut travailler en parc animalier, comme ici au niveau du parc Alpha. Il peut travailler en zoo, il peut travailler en réserve, il peut travailler dans tout ce qui est justement les centres de sauvegarde. Enfin voilà, il y a plein de choses où justement un soigneur peut travailler. Du moment que ça a à voir avec le soin, donc que ce soit pour justement prendre soin des animaux, etc., il peut y travailler. Alors de quels animaux t'occupes-tu? Alors moi du coup je m'occupe des loups, des chamois, du parc Alpha. D'accord. Quelles sont tes missions au cours de la journée? Alors au cours de la journée, du coup, en règle générale, la première chose qu'on fait, c'est vérifier toutes les clôtures. Donc c'est vérifier les structures pour être sûr qu'il n'y ait pas un arbre qui soit tombé dessus pendant la nuit, qu'il n'y ait pas des trous, que les clôtures électriques fonctionnent toujours correctement. Enfin, voilà, ça c'est vraiment la première chose qu'on fait. Donc on fait un tour complet de tout le parc et une fois que tout ça est bon, il n'y a pas de souci, le public peut commencer à monter. Puis après forcément on fait les medical training par rapport à chaque meute pour être sûr que tout le monde aille bien et en plus du coup effectivement que s'il y a des traitements à prendre, tout le monde puisse le prendre. On fait des nourrissages, on prépare les rations. Forcément après derrière il y a aussi justement, comme ma collègue était en train de le faire, une rencontre soigneur. Donc expliquer aux gens comment ça se passe, la hiérarchie, la reproduction, etc. Donc leur donner un maximum d'informations. Et puis effectivement il y a tout ce qui est paperasse, etc. à côté, donc remplir les fiches journalières, donc remplir tout ce qu'on a pu voir, observer nos animaux, parce que forcément quand on a des petits conflits parfois entre meutes ou quoi que ce soit, ou par exemple les articles qui sont arrivés là il y a pas longtemps, c'est vrai qu'au tout début on les observait vraiment tous les jours. Et là on essaye encore de le faire pour voir si ça climate correctement et si tout se passe bien. Merci Audrey, moi je te propose de partir en cuisine. Ça me va très bien. Chaque matin, tu pratiques le medical training. En quoi ça consiste? Du coup, le medical training, en fait, c'est tout simplement le fait de donner des petits morceaux de viande. Voilà, donc c'est soit du poulet, donc des ailes, des cuisses, ou des morceaux de cœur, en fait, de dinde. Donc c'est des tout petits morceaux de viande. Et c'est une habitude qu'ils ont. Voilà, c'est vraiment le but, qu'ils soient habitués à venir quand on arrive le matin avec le saut de medical training, qui se présente devant nous. Déjà de base, comme ils sont assez proches, on peut les observer, donc on peut voir s'il y a des blessures, si l'évolution de la blessure est positive ou pas, et si en règle générale il y a quelque chose qui ne va pas, donc par exemple une boiterie ou quoi que ce soit, etc. Si tout le monde va bien, tant mieux. Chacun reçoit malgré tout 2 morceaux de viande, pour que ça reste quelque chose de positif pour eux. C'est pas une frustration, on rentre et en gros on les embête et puis après voilà, on s'en va. Voilà, en gros ils ont quelque chose en plus. C'est un renforcement positif, ça s'appelle. Donc en gros, voilà, c'est un truc en plus, c'est positif, voilà. Si par contre, comme ce matin au niveau du medical training des ERPS, si en gros il y a un individu qui doit être soigné dans un morceau de viande, dans une cuisse de poulet la plupart du temps, on va glisser en fait les médicaments dedans pour que justement l'individu puisse le prendre plus facilement. Et en fait c'est une méthode douce pour pouvoir les soigner sans devoir à chaque fois intervenir avec un fléchage, de devoir les stresser et de devoir les sortir de l'emploi. Donc lorsque la méthode du training ne marche pas, que faites-vous? Là par contre on essaye plusieurs choses. Hein. Déjà on essaye le medical training, si ça marche pas, on essaye de le mettre dans la ration, si c'est quelque chose que tout le monde peut avoir. Donc par exemple un vermifuge ou quoi que ce soit, voilà c'est ça. Si par contre c'est un truc que tout le monde ne peut pas avoir, là pour le coup on n'a pas le choix, en fait là il faut tenter un fléchage. Voilà. Donc il faut intervenir sur l'animal. C'est ça, donc en fait le fléchage, ça veut dire que tu as une personne qui rentre avec du coup, c'est pareil toujours au niveau du medical training, pour qu'en gros ils aient l'habitude, ils se disent bon mais c'est sympa, on vient, on a un truc à manger.
Et après, effectivement, on essaye de nous flécher au niveau de la cuisse pour pouvoir, du coup, soit donner un antibiotique. Donc là, par contre, l'animal s'endort pas. C'est juste, la fléchette va au niveau de la cuisse, le produit s'injecte, la fléchette retombe. L'animal a été soigné, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est plus grave et que limite, il faut vraiment une intervention chirurgicale, donc il y a vraiment un gros besoin. Là, par contre, il faut endormir, il faut sortir l'animal par la suite. Très bien. Alors, que peut manger un loup? Alors, le loup, forcément, il va manger du poulet. Oui. Il va manger, alors le poulet avec tout ce qui est à l'intérieur, Oui, tout ce qui est les organes, etc. Parce qu'en Le fait, poulet en entier. c'est ça, le poulet en entier. Parce que c'est super important pour eux, les organes, c'est vraiment super nutritif. Il y a plein de nutriments, il y a des vitamines, des minéraux, etc. Donc c'est vraiment important. Il y a du coup du bœuf muscle, donc comme si c'était un bon morceau de steak pour nous. Et après, voilà, c'est pareil. Et il y a du bœuf avec des os. Donc soit des côtes, des jarrets, des épaules, et ça dépend un petit peu du coup de ce qu'on a. Ça, c'est les 3 types de viande qui vont tout le temps avoir, en tout cas chez nous. D'accord. Voilà. Alors, comment choisissez-vous les portions? Les portions, du coup, c'est en fonction aussi de leur appétit. Voilà, donc là, par exemple, les herbes, ils sont 3. C'est des loups gris d'Europe. Pour le moment, il fait plutôt... là, il fait un peu plus doux, là, déjà. Mais c'est vrai qu'en plein été, par exemple, c'est comme pour nous, ils bougent moins. Oui. Donc, il y a une dépense énergétique qui est moindre. Donc, forcément, ils ont moins faim. Pareil pour nous. Si on bouge moins, on a moins faim. Donc, en gros, là, on va adapter la ration à chaque fois en fonction de leur appétit. Si par contre en plein hiver, forcément les nuits sont froides, il y a le pelage, il y a tout ça, il y a les déplacements par exemple par rapport à justement tout ce qui est période de reproduction, les tensions qu'il peut y avoir entre eux, ils vont avoir faim, donc là, forcément on va augmenter les rations. Et c'est à chaque fois en fonction de leur appétit qu'on va adapter. Alors y a-t-il des horaires précises? Alors il y a des horaires quand on est ouvert au public. C'est au public, pardon. C'est vrai que quand on est ouvert, forcément, pour que tout le monde puisse voir un nourrissage le matin, le midi et au moins un l'après-midi, pour que ce soit vraiment étalé sur toute la journée. Par contre, quand on est fermé au public, là pour le coup, il n'y a aucun horaire. Voilà, là, ils sont habitués parce qu'en fait, oui, toute l'année de mi-avril jusqu'à mi-novembre, on fait toujours les mêmes horaires. Donc là, effectivement, oui, il y a nos petites habitudes. C'est vrai qu'on arrive plus ou moins après de la tranche d'heure, donc ils se disent c'est plutôt, c'est pas. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu plus intéressés, un peu plus curieux. Mais sinon, voilà, quand on est fermé, par contre, ils s'en fichent complètement si on leur donne à telle heure ou pas, ou quoi que ce soit. Alors comment vas-tu donner à manger justement au loup? Alors, pour donner à manger, c'est pas compliqué. En fait, on rentre toujours au moins à 2 soigneurs pour que ce soit la sécurité en fait qui prime. Toujours au moins à 2. S'il y a le moindre souci qu'il y a une personne qui tombe ou quoi que ce soit, qu'il y a toujours quelqu'un pour la relever. Voilà. D'accord. Parce que voilà, ça c'est vraiment important. Au niveau du coup des herbes par exemple, on rentre à 2. On a un seau du coup de viande comme on a pu le préparer tout à l'heure. On descend, on dépose du coup la viande à un seul endroit. Ça s'appelle un petit peu l'effet carcasse. Donc on pourrait effectivement disperser tous les morceaux partout, mais là par contre on n'aurait pas cette hiérarchie alimentaire qui jouerait dans la meute. Donc là ce qu'on fait c'est on dépose tout à un endroit et en fait après c'est eux qui se débrouillent pour pouvoir manger. D'accord. La plupart du temps ils se débrouillent très bien, il n'y a pas de souci, tout le monde mange à sa faim. Merci Audrey, moi je te propose d'aller dans l'enclos des chamois. Il n'y a pas de souci. Actuellement devant l'enclos des chamois. Audrey, que mangent-ils? Du coup les chamois, là en règle générale au niveau de la journée ils mangent le foin qu'on leur donne. Après au niveau de l'enclos ils ont aussi accès à l'herbe qu'il y a dans l'enclos et à certains bourgeons qui peuvent pousser aussi. Le soir on leur donne un petit truc en plus pour que justement ce soit plus positif pour eux par rapport justement aux loges et tout ça. Donc ils ont du maïs, de l'orge et du lin. Et ils ont un petit complément de foin un petit peu plus vitaminé le soir en fait. Alors comment vas-tu leur donner à manger? Alors pour pouvoir leur donner à manger, en règle générale, la journée, comme vous avez vu, je rentre dans l'enclos, on leur met du foin au niveau des râteliers, il y en a 3 dans l'enclos, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Et par contre au niveau du soir, en fait c'est dans les loges. Donc, au niveau des loges, c'est dans des gamelles, et c'est pour pouvoir les attirer plus facilement en fait dans les loges, qu'on leur met du coup justement la nourriture. Donc est-ce que les loges, le seul but c'est de faire manger les chamois? Non, alors le but des loges au départ effectivement c'est de pouvoir les enfermer tous les soirs. Si du coup effectivement il y a un souci, on sait que même si imaginons il y a un arbre qui s'écroule sur les clôtures ou quoi, on sait qu'ils sont à l'abri à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est vrai que pour pouvoir les soigner, c'est pareil. S'il faut vraiment intervenir avec une vétérinaire pour les faire partir ou autre ou quoi que ce soit, c'est bien plus facile de les avoir en loge la nuit et dès le matin, du coup, on peut justement intervenir. Flécher dans l'enclos, là, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est très, très pentu. Voilà, donc c'est aussi justement ce but-là qu'on a justement pour les loges. Donc là, tu vas les flécher dans la loge.
ça pourrait effectivement se faire. D'accord. Là, c'est pas prévu, mais en tout cas, oui, ça pourrait se faire. Merci Audrey, nous on se retrouve dans la salle veto. Actuellement, Audrey, dans la salle veto, comment s'organise un transfert de loup? Alors le transfert de loup, du coup déjà ça doit se faire déjà depuis déjà un certain temps, hein, ça se fait pas en 2 secondes. En fait si par exemple il y a un parc qui a besoin d'une femelle ou d'un mâle ou quoi que ce soit, ben, on est au courant parce qu'ils sont sur une bourse d'échange des loups, tous, depuis leur naissance. Donc forcément en gros en fonction de ça, on voit. Si on sait que par exemple nous on a une femelle qui peut intéresser un autre parc, on prévoit avec notre vétérinaire, le parc à côté pareil, vétérinaire, etc. Si tout est bon pour la même date, et une fois qu'on est au courant et qu'on est bon, nous du coup on va faire un medical training comme on a vu tout à l'heure, mais avec le fusil. On fait ça au moins 1 mois avant de les faire partir pour qu'ils soient habitués, pour que le jour J en gros, pour eux ce soit une journée tout à fait normale. Voilà. Donc chaque matin on arrive avec le fusil. C'est ça, chaque matin on arrive le fusil avec le saut de medical training. La personne qui tient le fusil ne fait pas le medical training, en fait elle s'occupe juste de viser l'individu qui partira par la suite. Comme sans tirer, juste viser, faire pareil le bruit tout simplement du verrouillage, des verrouillages, pour qu'en gros ils soient vraiment habitués à tout. Voilà. Et qu'en gros le jour J ils se disent oui c'est comme d'habitude, il n'y a pas de problème, voilà, ça va bien se passer. Voilà. Donc le jour J, fléchage, sort l'animal d'ici, hop, on arrive ici en salle vétérinaire, donc ils sont sur un brancard, qui est juste là. Chaque animal est à chaque fois pesé, pour que malgré tout on ait une idée du gabarit, combien ça pèse, etc. Hop, viennent ici, la vétérinaire vient, fait du coup prélèvement de poils, prélèvement de sang, enfin voilà, on fait tout, on mesure l'animal, etc. Une fois que tout ça c'est fait, il est tout bon, il va en caisse de transport et il attend que le transporteur arrive pour pouvoir le transporter au nouveau parc. D'accord. Alors quelles sont les qualités nécessaires pour devenir soigneur animalier? Eh bien, en gros, il faut pas avoir peur du froid. Hein, oui, voilà. Donc, il faut être résistant à toutes les températures, toutes les météos. Il faut pour le coup, voilà, il faut être motivé dans le sens où c'est un métier qui est quand même assez dur. Ouais. C'est un métier passion. Donc faut aussi se dire qu'on est tout le temps en contact avec des visiteurs, il faut quand même pouvoir parler facilement avec les gens, voilà, et faut juste être motivé et passionné en fait par ce qu'on fait, voilà. Que ce soit pour les loups, que ce soit pour n'importe quelle espèce, il faut pouvoir aussi s'entendre en groupe, hein, voilà, donc tout ce qui est esprit d'équipe c'est important, il faut pouvoir justement, il y a plein de petites choses qui sont vraiment super importantes, mais c'est la motivation et la passion qu'on a pour les amis, voilà, c'est ça, c'est vraiment le principal. Et il faut bien se dire que du coup ça reste du sauvage, donc c'est pas du domestique. Oui. On va pas les caresser, on n'a aucun contact avec eux et c'est bien mieux comme ça pour eux. D'accord, alors comment devenir soigneur animalier? Il y a plusieurs formations du coup en France qui font effectivement qu'on peut faire une formation, on est à l'école, et en fait on a une formation du coup qui dure plus ou moins 1 an. Alors c'est post-bac, du coup il faut effectivement donc être majeur, hein, voilà, et après par contre le bac il n'y a pas d'importance si c'est littéraire, si c'est voilà, il n'y a pas d'importance là-dessus. On va à l'école pendant 1 an, on a plus ou moins, alors c'est pareil les formations sont quand même un petit peu chères, donc voilà, il y en a qui sont moins chères, il y en a qui sont plus chères, donc il y a un peu de tout. Puis après en gros ce qu'on va avoir c'est 6 mois de théorie où on voit la théorie sur tous les animaux, tout le règne animal, la biologie, l'anatomie, tout ce qu'il faut. Et puis on a 6 mois de pratique donc on fait des stages en parc, en zoo, en réserve, en tout ce qu'on veut, enfin voilà en gros il y a vraiment... Il y a moyen de faire tout ça, et puis après il faut espérer trouver un travail. Quoi. Ça c'est en France. Voilà, du coup. Merci Audrey d'avoir répondu à mes questions. Il n'y a pas de souci. Vous venez de découvrir le métier de soigneur animalier. Moi je dis merci à Audrey d'avoir répondu à toutes mes questions et je vous dis à bientôt dans C'est quoi ton métier? Bye! Vous avez bien suivi l'émission? C'est parti pour le quiz! À quoi sert le medical training? À soigner les animaux? À nourrir les animaux?
Bonne réponse les enfants, le medical training sert à soigner les animaux et non pas à les nourrir. Le chamois est-il herbivore ou carnivore ? Le chamois est herbivore, cela signifie qu'il se nourrit de plantes, d'herbes et de fleurs. Les soigneurs peuvent-ils caresser les loups ? Oui ou non ? La réponse est non, les soigneurs ne peuvent pas caresser les loups car cela reste une espèce sauvage. À bientôt pour un prochain quiz.